Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau talk qui, vous allez l'entendre, porte des valeurs d'espoir. Je suis allé à la rencontre de deux chefs. La première, vous la connaissez si vous avez écouté son histoire sur ce podcast. Et si c'est pas le cas, je vous invite à vous faire une session de rattrapage. Je retrouve donc aujourd'hui ma chère Alessandra Montagne. Aujourd'hui à la tête des cuisines de Tempero et évidemment Nosso. Deuxième chef à ce micro pour ce talk, une chef indépendante, Louloua El Sarraj. Ces deux-là ont un point commun, elles font partie de l'association Refugee Food et je vais laisser Louloua nous présenter tout de suite sa mission. C'est une asso qui a été créée en 2016. Elle s'occupe de suivre et accompagner les chefs ou les personnes exilées et réfugiées en France pour trouver leur métier en France et les faciliter aussi l'insertion professionnelle dans la cuisine et dans ce métier aussi. Tous les ans, l'association organise le Refugee Food Festival dont Alessandra est la marraine pour cette édition 2024. Le festival s'est déroulé en ce mois de juin dans 12 villes de France autour d'une idée simple, créer des collaborations entre des cuisiniers et cuisinières réfugiés et des restaurants locaux ou des artisans et artisanes de métiers de bouche. Alessandra et Louloua ont donc créé un binôme pour réaliser un dîner à 4 mains, c'était le 12 juin dernier, et j'ai pu les croiser quelques heures avant ce grand rendez-vous. J'ai voulu profiter de l'occasion pour parler de cette association qui œuvre pour l'intégration par la cuisine et j'ai voulu qu'on revienne avant toute chose sur les parcours de ces deux chefs, sur leurs origines pour voir comment finalement le mariage des influences se traduit en cuisine. Alessandra est brésilienne, Louloua est palestinienne. Alors vous allez voir, ça donne une partition voyageuse, gourmande, souriante et forcément solidaire. On se parle d'intégration, justement, d'insertion professionnelle. L'association, il y a plusieurs restos, il y a des brigades dédiées, elles sont dédiées à l'aide alimentaire, il y a un service traiteur. On organise aussi des formations, justement, pour faciliter l'insertion des personnes qui arrivent en France. Il y a des programmes pédagogiques au sein des écoles, bref, il y a plein de choses. C'est une super assoce. Et là, on se parle d'un festival qui a lieu au mois de juin. Il y a 1000 événements. Oui. Dont des 4 mains, et on va s'en parler aussi parce que ce soir, il y en a un chez Nosso avec Alessandra. Alessandra, toi, t'es la marraine. Oui. De ce festival. Oui, ça me touche beaucoup. Tu sais, c'est très émouvant pour moi parce que quand Refugee Food est né, j'ai trouvé la démarche tellement belle et je me suis toujours sentie intimement liée aux réfugiés parce que moi, je suis pas un réfugié ni politique ni de guerre, mais j'ai quitté quand même mon pays dans des conditions très difficiles que tu connais. Et la France m'a accueillie, m'a donné toutes mes chances. J'ai remercié sans cesse ce pays. Je suis tellement reconnaissante d'être là. Et cette association, elle facilite la vie des gens comme moi qui sont arrivés ici avec rien. J'avais rien. J'avais peut-être 20 francs en poche à l'époque, un sac à dos. Et j'ai réussi à m'en sortir. Et cette association, elle est pour faciliter les exilés et les réfugiés. Et c'est tellement beau parce que je me sens liée à ces personnes qui arrivent. Ouais. Je connais toutes leurs difficultés. Je les ai toutes traversées. Les papiers, les visas, la carte de séjour, les refus, apprendre une langue qui n'est pas la mienne. Ouais. Et puis dans la langue aussi, un langage particulier qui est celui de la cuisine. Exactement. Apprendre un métier, la cuisine, ensuite devenir entrepreneuse, monter une société, comprendre tous les langages. Mon Dieu, le social en France, c'est un casse-tête. Déjà que quand on est français, c'est compliqué. Mais alors quand tu viens d'ailleurs et que tu n'as pas ces trucs, ça l'est encore plus. Ah oui, donc il faut être tout le temps, il faut s'informer, il faut le dire. Ce que j'aime bien dans cette idée, c'est que quel que soit le contexte de départ, on se parle surtout de trouver sa place, en fait, d'apporter sa culture, de comprendre celle qui nous accueille et de trouver comment on va s'insérer là-dedans. Louloua, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire justement pour qu'on comprenne quel a été votre parcours? Oui, en fait, moi, je suis déjà cuisinière et donc je suis aussi palestinienne. Je suis née à Gaza et j'ai vécu à Gaza jusqu'à mon âge de 14 ans. Et après, j'ai quitté Gaza pour aller avec ma famille pour vivre à Ramallah, en Cisjordanie. Et puis, en fait, je voulais toujours quitter la Palestine parce que je voyais pas de futur en Palestine. Et surtout, moi, j'ai fait mes études à la mode. Donc, j'ai fait
stylisme et couture et broderie à Ramallah. C'était pas parti pour la cuisine. Oui, non, mais la cuisine, ça a été toujours en fait ancré en moi parce que je suis grandie aussi dans une famille qui fait la cuisine, donc mes parents, donc j'ai appris beaucoup de mes parents et ma grand-mère, mes tantes aussi. Donc j'étais vraiment dans ce milieu à l'âge très jeune et même j'ai commencé à cuisiner à l'âge de 9 ans. Donc oui. Ouais, c'était mon premier gâteau raté à l'âge de 9 ans. Voilà. On a tous un peu ce souvenir Carrément. du premier gâteau raté. Je vois très bien. Carrément. On ne devient pas tous chefs, mais celui-là, on l'a tous. Et puis c'était un choix personnel pour venir en France. Et j'ai appris le français en Palestine, donc je parlais la langue aussi avant. Et donc c'est-à-dire que là-bas, il y avait déjà l'envie de venir en France. Oui. Et l'idée, c'était quand même de faire de la cuisine en France ou pas encore? La cuisine ou la mode. Donc c'était D'accord, ça. il y avait donc, les deux pistes. Oui. Donc, mais quand je suis arrivée, en fait, comme tout le monde, j'arrive toute seule. Pardon, mais vous arrivez dans quel contexte et pourquoi? À quel moment vous décidez de partir en France et pour quelles raisons vous le faites à ce pour moment-là? faire mes études, justement, et après, en fait, je suis arrivée. Les écoles sont méga chères. Je pouvais pas à l'époque payer à peu près 20 000 euros par an. Et ensuite, j'ai essayé de déjà régulariser ma situation en France. Et après, le moment quand a été réglé, j'ai fait mes études à la Sorbonne. J'ai étudié linguistique et des études arabes à la Sorbonne pour faire la traduction justement. Donc j'avais aussi troisième piste. Encore une troisième voie, c'est ce que j'allais dire. Donc je voulais faire la traduction et après, au bout de 2 ans, je me suis dit en fait, je veux un truc qui me passionne. Donc soit la mode, soit la cuisine. Donc c'était toujours l'idée de revenir à ce qui me passionne. Et du coup, à l'époque, c'était, j'ai décidé de quitter Paris justement pour faire une licence pro à Angers. Il y avait une licence pro art de la table méditerranéen. Donc j'ai trouvé ça génial. Et du coup, après, le Covid est arrivé. Donc comme tout le monde, je me suis trouvée bloquée à Paris. Et après, je me suis dit qu'est-ce que je fais en attendant. Et du coup, j'ai parlé avec beaucoup avec ma sœur, celle qui vit en Irlande. C'est une artiste aussi. On a parlé beaucoup et on a commencé vraiment à évoluer l'idée de ouvrir un truc ou même elle m'a dit ouvre ton truc, vraiment ça te va et tu vas choisir la voie de l'indépendance, carrément. Être indépendante. Et du coup à l'époque j'ai commencé par le houmous. Donc j'ai partagé des plats de houmous avec mes voisins. Donc c'était aussi une période très délicate aussi. Et en fait, nous, en Palestine, on a l'idée aussi de partage. On a l'habitude aussi de partager un plat avec les voisins et la famille. Et du coup, je dis, allez, hop, pourquoi pas cette idée vraiment. Et du coup, j'ai fait du houmous et j'ai partagé ça avec les voisins. Et en fait, il y a des voisins qui ont capté le sens de ce partage. Et quand elles m'ont rendu le plat, était des fois rempli ou vide. Donc j'ai dit ok, c'est pas mal. Et après j'étais accompagnée par The Place, c'était pour accompagner les auto-entrepreneurs en France, mais c'était en anglais. Donc je crois que c'était entre Angleterre et aux États-Unis et avec un Ben & Jerry's. Et du coup ils m'ont aidé beaucoup à vraiment aller dans pour développer mon projet, mon idée, trouver des solutions, comment trouver les clients, etc. Et l'idée, donc, c'était de devenir chef indépendante. Carrément, ou faire des services traiteurs pour le début. D'accord. Et voilà, et après, on était en confinement. J'ai une pote qui m'a dit, il y a un poste d'espoir à France Terre d'Asile, ça te dit? J'ai dit, c'est un CDD, pourquoi pas? J'ai accepté. Et du coup, après, ils m'ont proposé un CDI. Du coup, je suis restée donc ça, c'était quatrième piste aussi, en France. Donc, j'ai travaillé avec France Terre d'Asile. Donc, j'ai accompagné aussi 200 personnes exilées en France, pour trouver les activités. Donc, la question d'exil et la question de réfugiés, ça me parle beaucoup et j'ai l'expérience, surtout en France, par rapport à ça. Ce qui est marrant, c'est que quand on se parle de cuisine et quand on se parle de racines, ça se croise forcément. Et toi, Alessandra, t'en es un bel exemple aussi. Là, on se parle du houmous et on va chercher dans ses racines, dans ses retours. Il y avait plusieurs pistes professionnelles, mais finalement, c'est la cuisine parce que c'est celle qui rattache au souvenir, à la famille. Alessandra, c'est aussi vrai pour toi. Moi, quand on va chez Nosso, on a ce pao de cage qu'on a. Voilà, c'est aussi ces racines qui sont là et qui s'expriment tout le temps. Mais moi, à la différence de Loulou, quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas
un mot de français. Donc, dans ma valise, je n'avais que ça, que mes souvenirs, en fait, mes souvenirs gustatifs. Et c'était mon premier langage, c'était la cuisine. C'est de parler en donnant à manger, en montrant ce que je savais faire. Et il y avait des moments qui étaient vraiment forts parce que je savais pas parler, je savais pas m'exprimer. Et un jour, j'ai fait des petites bouchées qui s'appellent cochigna et les gens voulaient comprendre où est-ce que j'avais acheté. Et non, c'est moi qui ai fait. Je faisais le geste et tout. Mais non, mais c'est pas possible. Je dis, si, c'est possible. C'était beau, quoi, d'expliquer que c'est un plat de là-bas, que c'est moi qui l'ai fait. C'était trouver les mots pour expliquer l'histoire, pourquoi, comment. C'est mon premier idiome. C'est ce qui est la beauté aussi de ces événements et ce que ça célèbre, c'est que la cuisine est une forme de langage et c'est ce que vous dites toutes les deux avec cette manière de s'exprimer par le geste et par le savoir-faire parce qu'on n'a pas les mots ou alors par le partage comme on le dit avec ses voisins. Il y a cette sensation-là, au fond, que la cuisine, quelle que soit la culture, quelles que soient les différences et l'endroit d'où on parle, c'est un langage à part entière. C'est complètement ça. Tu peux regarder toutes les exilés qui viennent, qui quittent leur pays. La première chose qu'ils veulent, la première chose qui manque, c'est les plats, c'est les assaisonnements, c'est les choses de chez eux. C'est indéniable. C'est pareil pour 100% des gens qui habitent sur Terre. Vous allez nous le dire après, ce qu'on va manger ce soir. On garde un petit peu la surprise. Mais Louloua, les souvenirs, vous, est-ce qu'on peut en parler? La fibre, justement, qu'on connaît pas forcément en Palestine, cette culture gastronomique, c'est quoi les grandes figures de la gastronomie de cette région du monde? En fait, oui, j'ai eu de la chance en tant que Palestinienne, de vivre à Gaza et vivre en Cisjordanie. Et ça, c'est pas le cas pour tous les Palestiniens. Du coup, j'ai connu deux cuisines complètement différentes. À Gaza, on mange beaucoup de fruits de mer, on mange beaucoup aussi de épicés. Donc, on a beaucoup de plats bien épicés. Quoi, de l'influence orientale? Ouais. C'est une influence orientale? Oui, et en fait, c'est aussi la mer et tout. Donc, c'est le climat aussi qui joue et la terre aussi. Et mais aussi à Ramallah, par exemple, il y a beaucoup de plats qui sont cuisinés avec de yaourt, par exemple. Ça, c'est pas le cas pour Gaza. On utilise beaucoup de sauce tomate, les tomates frais. On a aussi le plat national. Donc ça, c'est un plat, il s'appelle moussakhan. Donc c'est comme une galette. À la base, c'est pain taboun et beaucoup d'oignons mijotés avec du sumac et poulet grillé et du sumac. Poulet, tout ça et donc tout ça roulé. C'est dans une. C'est pas roulé. C'est pas roulé. C'est vraiment ouvert comme une D'accord. pizza. Ok. C'est posé dessus. Ouais, c'est posé dessus et c'est grillé au four. C'est trop bon et c'est juteux. Et on a aussi vraiment, on a plein épices aussi qu'on utilise évidemment. Donc le sumac, le piment, surtout là, j'ai ramené aussi le chata gazaoui. Donc c'est le piment rouge fermenté. Il y a l'œil qui frise quand vous dites ça, là, on se dit oulala. C'est trop bon. Avec l'huile d'olive, on utilise beaucoup d'huile d'olive aussi dans nos plats. Et on a beaucoup le plat aussi, le makloubeh, donc c'est le upside down, on le tourne, donc c'est à la base de riz, légumes frits et du poulet. Donc ça c'est aussi c'est trop bon. Et en fait la majorité de nos plats c'est vraiment des plats familiaux. Donc on les partage avec les familles, les amis. Par exemple, ces plats, je peux pas le faire à moi-même, par exemple. Ouais, c'est pas des plats qu'on imaginerait à l'assiette, c'est des plats qu'on a envie de poser justement dedans. Pas du tout. Donc, par exemple, le makloubeh, ça fait presque 3 ans que j'ai pas mangé. Ouais. Et j'ai dit bon, il faut trouver la table et tous les convives qui vont autour pour pouvoir le partager. Carrément. Donc ça c'est important aussi. Donc l'idée de vraiment de partage et de raconter des histoires parce que aussi il y a des histoires derrière chaque plat, chaque personne qui a fait aussi le plat. Bien sûr, et ça c'est vrai dans toutes les cultures. Hein. Il y a l'histoire du plat, l'histoire de la gastronomie, puis l'histoire de celui qui faisait le plat. Ça c'était le plat de ma grand-mère, ça c'est ma mère qui faisait comme ça, et moi c'est. Donc ça c'est universel. Est-ce qu'il y a un apport culturel et la réponse elle est aussi dans ce qu'on vient de se dire. Dans l'assiette, dans la cuisine, vos influences aujourd'hui, vous voyez qu'elles se traduisent comment dans ce que vous faites? Est-ce que vous mélangez des cultures, la vôtre avec la culture française, ou est-ce que vous tenez à maintenir et à mettre en avant votre culture d'origine? Comment ça marche, ce mariage dans votre tête et finalement entre vos mains après? Alors, pour moi, j'ai fait de la cuisine française avec des accents et des petites touches brésiliennes. Et je
fait chez Nosso, hein. C'est français, gastronomique, avec quelques touches brésiliennes. On peut aller chez Nosso presque sans savoir. Non, si on n'a pas la c'est culture pas et si on sait pas. C'est pas possible. C'est vrai, tu crois? Bah, je crois que si quelqu'un n'a pas la culture, il peut savoir qu'il y a des repères ou des marqueurs qu'il ne connaît pas. Mais on peut y aller en se disant, je vais manger un repas français gastronomique sans problème. Exactement. Mais quand il reçoit chaque plat, derrière chaque plat, il y a une histoire, il y a une raison pour laquelle je fais ce plat. Quasiment tous les plats qui sont chez Nosso sont des créations. Et dans ces créations, il y a forcément du Brésil, il y a forcément de moi dedans. Ouais. Et ça passe par quoi, précisément? Des condiments, des sauces? Des condiments. Par exemple, là, je fais un homard avec du moussilage de cacao. Le moussilage de cacao, je l'ai goûté dans une caipirinha, dans une plage à Bahia. Ça sentait très beau, la mer, c'était une délicieuse odeur de mer. Je me suis dit, je sens bien ça avec un poisson. J'ai essayé avec du poisson, j'ai essayé avec plusieurs poissons et un jour j'ai essayé avec du homard. Ça marchait super bien. Mais ce souvenir, je l'ai eu il y a 6 mois, 8 mois sur une plage de Bahia à l'autre bout du monde. C'est génial parce que ça nous fait déjà voyager, rien que de raconter cette histoire-là. Du coup, j'ai demandé aux gens, s'il te plaît, raconte pourquoi, parce que ça fait bizarre du cacao avec du homard. Les gens doivent savoir pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Et comme ça, chaque plat a une histoire. Il y a une touche de Brésil quelque part à chaque moment du menu. Donc voilà, chez moi c'est comme ça, chez Tempero, chez Nosso c'est comme ça, chez Tempero on fait pas mal de choses brésiliennes. J'ai appuyé sur l'accent brésilien, je mets de la feijoada le vendredi soir, une vraie bonne feijoada qui, pareil, on peut pas faire une feijoada pour soi. Ouais. C'est un plat familial. Et avec Lula, c'est ce qu'on a retrouvé ensemble dans nos deux cultures, aussi éloignées l'une de l'autre, par tous les aspects qu'on peut imaginer. Enfin, Rio et Gaza, c'est deux mondes différents. On n'est pas du tout sur le même, c'est le même écosystème, c'est rien du tout. Mais on a trouvé un truc commun qui est tellement évident, c'est la générosité, c'est l'amour, c'est le partage. Et quand on a compris ça, on était scotchés, on s'est regardé, mais elle dit à ma grand-mère, la mienne aussi. Ah, mais moi aussi, dans mon village, j'étais comme ça. Elle dit, non, mais moi, j'étais là, ouais, mais c'est dingue, c'était pareil, quoi. C'est génial. Au Brésil, dans un petit village, c'est exactement pareil, et partage, allez, on donne aux voisins qui te donnent aussi, tu vas voir l'autre, incroyable. La cuisine qui crée le pont. Louloua, on a pareil ces influences-là dans votre cuisine? Carrément. En fait, pour ma cuisine, c'est vraiment influencé par la France et l'Italie. Et on crée encore une autre truc. Oui, je sais. Donc, en fait, par exemple. Pourquoi l'Italie? Parce que j'adore l'Italie. Ah ouais, c'est un pays de cœur. Ouais, c'est vraiment mon pays de cœur. Donc, j'ai fait beaucoup de plats. Récemment, j'ai fait un plat, des pâtes spaghetti, sauce courgette, et j'ai mis bleu d'Auvergne par exemple avec. Donc c'était un vraiment trop bon. Et des fois, je rajoute chaque fois, je rajoute de sumac partout. Donc j'ai fait aussi focaccia, sumac, c'est très très bon. Trop bon. Aux za'atar aussi. Donc j'ai fait de tout en fait. Je m'arrête pas sur vraiment la cuisine palestinienne, mais en même temps, j'ai mis ça aussi revient par endroits. Ouais, mais en même temps, j'ai mis l'accent sur la cuisine palestinienne, parce que la cuisine palestinienne, c'est mieux connu en France, surtout. Complètement. Et ça, je trouve ça c'est important aussi de parler et montrer. Et qu'on a aussi une culture derrière. Un patrimoine. Une histoire, carrément. Est-ce que là, on s'est parlé des goûts, est-ce que vous pensez que quand on fait venir quelqu'un dans sa cuisine qui a une autre culture, qui vient d'une autre région du monde, ça apporte autre chose en termes d'énergie, humainement, dans la manière dont on pratique son métier? Au-delà du goût, on enlève l'assiette et on se parle des rapports humains et de ce que ça change dans une cuisine. Est-ce que vous pensez que ça a un apport, et si oui, en quoi? Alors, moi, je pense que oui. Alors, encadrement, c'est très compliqué. Parce que le chef qui arrive, qui ne connaît pas la cuisine, qui ne connaît pas la brigade, on a très peu de temps pour préparer. Ouais. Ça met un jus dans la cuisine qui est... il faut D'ailleurs, je précise qu'on est en train de se parler alors que le 80 a lieu dans quelques heures. Donc, on est dans une espèce de tension. On va pas parler encore trop longtemps. Donc, il y a toute une préparation à faire en amont, beaucoup de réunions, beaucoup de mise en place de menus. On a avancé pas mal la mise en place de Louloua pour qu'elle soit tranquille aussi. Ouais. Et puis, ce soir, on va être très sollicité.
moi et elle. Je l'ai déjà dit, toi, tu vas parler aux gens, aux clients. Moi, je reste en cuisine. Si on sort tous les deux, les gens vont pas manger, quoi. C'est tout simplement. L'équipe aussi généreuse, aussi gentille et compétente qu'elle soit, ils ont besoin de soit moi, soit toi dans la cuisine. Donc, on s'est mis d'accord. Aujourd'hui, c'est elle qui va parler. C'est elle, mon invitée. Je veux qu'elle parle aux clients. Mais c'est difficile. Encadrement, c'est toujours difficile. Mais en même temps, ça apporte une ouverture d'esprit pour toute la cuisine. Il y a plein de gens dans la cuisine qui ne savaient même pas qu'est-ce qu'on mange à Gaza. Enfin, on n'avait jamais pensé ou de ce patrimoine gastronomique qui est géant. Donc, ça fait connaître beaucoup de choses à tout le monde. J'ai une Indienne dans la cuisine qui connaissait rien, absolument rien de Gaza. J'ai deux Brésiliens qui connaissaient pas du tout, n'avaient jamais croisé une chef palestinienne ou palestinien. Donc, du coup, voilà, ça ramène des nouvelles choses, des connaissances de produits, des ingrédients. Donc, c'est top. Et ça, au quotidien, est-ce que ça marche, ces échanges-là? Est-ce que ça produit aussi, quand vous le voyez, quand vous avez des gens qui viennent d'ailleurs, qui travaillent au quotidien dans votre cuisine, est-ce que ça apporte des choses? Ou Louloua, est-ce que on voit justement les échanges qu'il peut y avoir dans une vie normale, au-delà d'un 80, parce que là, on est un peu dans un événement. Oui, carrément. Non, je trouve aussi, c'est une rencontre très, très riche aussi avec les autres chefs, parce que parfois on dit oui, on fait par exemple un plat avec telle épice et l'autre chef il dit ah non mais j'avais testé ce plat avec une autre épice, ah ouais je réfléchis, ah ouais pourquoi pas, c'est pas mal. Donc je trouve ça c'est important. Et je me rappelle quand j'ai fait le premier rencontre avec Alessandra, donc j'ai dit il faut que je choisis vraiment mes plats. Donc j'ai ramené quelques plats de Gaza, donc notamment le moussakhan et le daka. Donc le daka c'est une salade gazaoui à la base de tomates, anettes et un peu de piment. Et tomates, anettes, c'est pas ouais. Oui, tomates, anettes et graines d'anettes et oignons rouges. Donc c'est vraiment une salade qu'on mange tous les jours. Et elle a adoré. Et je étais sûre qu'elle va l'adorer. On coupe tout. Dites-moi ce qu'on mange ce soir et je vous suis pour voir. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors ce soir, on a décidé de faire une rencontre entre la Palestine et le Brésil, plus précisément entre Rio et Gaza. Tout ça dans le 13e arrondissement chez Nosso. Tout ça dans le 13e arrondissement à Paris. Donc voilà, soyez prêts et attachez vos ceintures. Plus de frontières. Donc on va faire une farandole d'amuse-bouche et des petits plats de Gaza. Donc les gens vont arriver et à table, ils auront une petite démonstration de tout ce qu'on peut manger, tout ce qu'on peut partager en Palestine. Et ensuite, le menu qui suit, donc on aura des asperges parce qu'on travaille avec des légumes de saison, des légumes frais, de producteurs français. Donc, on va mettre des touches, on va mettre du sumac par-ci, on va mettre de za'atar aussi. De za'atar, on va mettre des petites choses, des petites épices en fait. Il s'agit de faire passer ces plats par le filtre de vos cultures en fait, c'est ça. Donc en fait, on a choisi de mettre en place le menu Nosso, donc français, de région parisienne, bio, de saison, donc mais un peu revu. Oui, voilà. Un menu français pour en fait rendre hommage à ce pays qui nous a accueillis toutes les deux. Aujourd'hui, si on est là aussi, c'est grâce à cet accueil qu'on a reçu. Donc, on fait du français avec des petites influences de nos deux pays. Et par contre, l'amuse-bouche, c'est Gaza, 100% Gaza. Il y a un petit bout de Rio, il y a un petit peu de queijo, parce que je ne pouvais pas non plus m'entraîner. Je peux pas t'en empêcher. Je peux pas m'en empêcher. Trop bien. Mais sinon, on est à Gaza et ensuite, on rentre doucement en France avec des petits accents brésiliens, avec des petits accents de Gaza palestinien. Et ensuite, les pré-desserts, les desserts, c'est vraiment un mélange parfait entre Gaza. Voilà, on va expliquer aux gens, on va leur dire pourquoi, comment. Voilà, là, on fait un baba à la cachaça avec du citron noir de Palestine. C'est beau. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est beau. Voilà. Ça fait envie. C'est ça. Dernière question avant que je vous suive. Les gens, puisqu'on parle d'eux, ce soir on est dans le cadre du festival, du Refugee Food Festival. Est-ce que les gens ont dû réserver avant? Comment ça marche? Comment c'est pris? Comment c'est reçu globalement ces initiatives? Alors, nous, on est ouvert le mercredi soir, d'habitude, donc c'est une soirée d'ouverture du restaurant. On est souvent complet, mais là, c'est vrai que ça allait très vite. On a été complet assez vite. On a appelé chaque client pour leur expliquer qu'on avait un menu spécial, qu'on faisait un événement avec le Refugee, pour pas qu'ils arrivent sans savoir comment je veux. Voilà, tout le monde sait où il va manger ce soir. Ils savent qu'il est dans un cadre d'un événement. Et comment c'est pris? C'est bien reçu. C'est bien reçu.
Ouais, il y a un truc là. C'est bien reçu. Non, il y a la dame qui m'a dit tout à l'heure, vous avez pas peur de perdre vos clients? J'ai dit, ah bon, pourquoi? De perdre vos clients, ouais, Ouais. en faisant venir quelqu'un qui vient de Palestine ou. Oui, j'ai trouvé ça très étonnant, j'ai pas compris la remarque. Mais ça en dit long sur le contexte dans lequel on est, où Oui. justement en fait la différence, les sujets qui peuvent cliver ou le contexte politique fait que en fait C'était très étrange. les gens oublient qu'on peut juste se parler, rencontrer Oui. et puis manger ensemble et que en fait Voilà. il peut ne pas y avoir de problème. Hein. Oui, je lui ai dit Carrément. simplement que je suis cuisinière, qu'on va cuisiner et que c'est tout. Je comprenais pas, en fait, sa remarque. Pourquoi perdre mes clients? On va juste cuisiner, on va juste partager, donner Ouais. à manger. Il y a plein d'amour, de bienveillance, de gentillesse. On fait rien de mal, en fait. Ouais. Et j'étais un peu choquée. Je dois t'avouer quand Ouais. même que j'étais un peu waouh, ah bon? Mais pourquoi? Enfin, j'ai pas compris, Ouais. en fait. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit, ce genre de choses. Louloua, vous y êtes exposé ça à cette incompréhension parfois ou pas? Ouais et non. Donc oui, en France, j'avoue, c'est un peu délicat aussi parfois. Comment dire, parfois quand je me présente dans un groupe, par Ouais, exemple, je la suis Palestine. palestinienne. Ah, ok, c'est toujours. Ouais, c'est un sujet. Oui, c'est compliqué. Donc ouais, j'ai l'habitude. Ouais. Donc, oui. Donc on fait la cuisine et ça passe mieux. C'est bien ce truc parce que ça en dit long sur le contexte dans lequel on est et le chemin que certains ont encore à faire dans leur tête et le fait que la cuisine, elle permet souvent d'amoindrir tous ces contrastes et de réunir un peu. Carrément. Un pont, on est là pour cuisiner, on est là pour donner à manger, on est là pour faire plaisir aux autres, c'est tout. Point barre, on est là juste pour faire plaisir aux autres, pour cuisiner, on s'est donné tellement du mal. Pour faire ce menu, pour créer, on s'est vu 4-5 fois, on s'est appelé, on a des centaines de messages dans un groupe qu'on a créé. Enfin, on est là on veut juste cuisiner, en fait, c'est Eh tout, oui, on veut c'est clair. juste ça. Trop Et bien. faire découvrir aussi des nouveaux plats, Mais des oui. nouvelles épices aussi. Donc C'est ça, c'est ça. important. On traverse le pont là, du coup vous m'emmenez pour voir un Oui, petit peu ce qui on se y prépare. Et je vous suis parce que vous avez la mise en place à faire, je veux voir, Oui. je suis curieux. Alors, on arrive chez Nosso. Hello. Oh là là, ça bosse. Le lot, regarde ce qu'il y a coupé Gustave. Ouais. C'est beau, hein? Et ouais, j'ai été frappé par ça, c'est beau cette cuisine vivante et surtout, ça sent bon. Bon, les gars. C'est quoi ça? On dirait une focaccia hyper... C'est la focaccia du Gaza, c'est très 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 bon. Ah c'est ça, Ça on dirait une part avec focaccia. des oignons caramélisés, du poulet. Il faut cuire le poulet, non? Apparemment, il avait été cuit dans la matinée. C'est ton pain? Ouais, c'est le pain de Comment il Jérusalem. s'appelle? C'est le pain de Jérusalem, Karkel Quds. Ah, Donc, c'est la première fois avec- qu'une Brésilienne va faire du pain de Jérusalem. Et voilà, c'est là qu'on touche à l'intention même du festival, partager sa culture par la cuisine. S'intégrer dans un nouveau pays en cuisinant, c'est ce qu'ont fait Alessandra et Louloua, avec deux parcours différents mais avec une vibration identique. C'est parfois plus simple de se comprendre et d'échanger via la cuisine, mais c'est aussi l'occasion de prendre quelques cours pendant la mise en place. Viens, on va parler arabe. Apprends-moi 10 mots en palestinien. Pas de gros mots, hein. Merci. Shukran. S'il te plaît. من فضلك. Mekrazak. من فضلك. Men fablak. Shukran. Alors, Shukran, je sais. Men fablak, je sais pas si on m'a appelé d'ici 10 minutes. Merci à toi, Alessandra, pour ton accueil et ta générosité. Merci, Louloua, pour vos témoignages, votre engagement, pour la bienveillance avec laquelle vous abordez la cuisine. Muito obrigada. Je vous invite à découvrir le travail de fond de l'association Refugee Food. Vous pouvez rejoindre des équipes en cuisine, vous pouvez évidemment faire des dons et ne manquez pas la prochaine édition du Refugee Food Festival qui aura lieu l'année prochaine. Merci pour vos écoutes, toujours plus nombreuses, partagez le podcast autour de vous, mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme et envoyez-nous des messages sur Instagram @chef_podcast. Chef est écouté dans le monde entier car la passion n'a pas de frontières et les voix d'où qu'elles viennent nous inspirent et ces histoires nous font toujours grandir. Alors justement, je vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!